Le système cardiaque est un système complexe qu'on peut diviser schématiquement en deux grandes parties, une partie artérielle et une partie veineuse, ou bien on peut la diviser en deux parties d'un autre point de vue, qui sont la partie oxygénée et la partie non oxygénée. Donc le système cardiovasculaire a un rôle de transport, de régulation et de protection. Il participe à l'homéostasie, il en est même un des vecteurs principaux. Son rôle est donc de maintenir certaines valeurs physiologiques à un niveau constant. Nous avons déjà vu ces valeurs d'homéostasie qui ne doivent pas varier trop pour que notre organisme puisse continuer à fonctionner. Le système cardiovasculaire comporte trois éléments. Une pompe, le cœur, c'est l'élément central du système dynamique. Un système circulatoire qui est clos, qui fonctionne en boucle, ce sont les vaisseaux sanguins. Et dans tout ça circule un liquide particulier qu'on appelle le sang. Et le sang comporte des éléments qui nous protègent, qui sont les globules blancs, qui sont les éléments de notre immunité. Et puis, il comporte les éléments importants pour notre oxygénation, les globules rouges ou hématies. Un système circulatoire clos, donc deux circulations qui tournent en boucle, la circulation pulmonaire qu'on appelle petite circulation et la circulation systémique, la grande circulation. Les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur et les veines sont les vaisseaux qui arrivent au cœur. Nous allons voir que cette définition vaisseaux partant du cœur, vaisseaux arrivant au cœur fait que dans un sens, ce sont des vaisseaux qui sont pleins de sang oxygéné et dans l'autre sens, plein de sang oxygéné. Et reprendre son rythme dans la circulation générale. Donc, il faut bien comprendre, le centre de la circulation, c'est l'oxygénation par les poumons. À gauche, la circulation générale, la grande circulation, fait circuler du sang oxygéné par une très grosse artère qui s'appelle l'aorte. À droite, le sang non oxygéné récupère du sang non oxygéné par deux très grosses veines qui sont la veine cave inférieure et supérieure. Ce sang va être renvoyé par une très grosse artère, l'artère pulmonaire, au poumon pour pouvoir repasser par les veines pulmonaires dans la circulation générale. Donc, artère dans la grande circulation transporte du sang oxygéné, artère dans la petite circulation transporte du sang non oxygéné. Alors la pompe cardiaque est essentielle forcément à la circulation. Elle consiste à faire des alternances de contraction et de relâchement. Relâchement pour se remplir de sang, contraction pour s'en débarrasser dans la circulation. L'ensemble des phénomènes dont le cœur est le siège depuis le début d'une contraction jusqu'au début de la suivante s'appelle une révolution ou un cycle cardiaque. Donc, contraction, relâchement en alternance qui comprend trois temps, une systole auriculaire, ce sont les oreillettes qui se contractent, elles éjectent leur sang dans les ventricules en dessous, à travers les valves auriculo-ventriculaires, qu'on appelle tricuspide à droite, mitrale à gauche. Donc, contraction des oreillettes qui envoie à travers les valves le sang qu'elles contiennent dans le ventricule. Le ventricule, lui, va à son tour se contracter. C'est ce qu'on appelle la systole ventriculaire, donc systole, contraction. Ces fibres des ventricules se contractent, entraînant une diminution du volume du ventricule et elles éjectent le sang dans l'aorte à gauche, l'artère pulmonaire à droite.
La poussée de sang ferme les orifices auriculo-ventriculaires, mitral et tricuspidien, donc les valves qui jouent, qui sont des petits clapets en fait, qui ferment le passage entre l'oreillette et le ventricule. Ça empêche le reflux du sang dans les oreillettes et ça oblige le sang à partir dans les artères. Et donc le troisième temps, c'est la diastole générale, un relâchement complet de toutes les fibres, de façon à ce que le sang puisse remplir des cavités détendues. C'est la période de relâchement du cœur, pendant laquelle les ventricules ou les oreillettes se remplissent de sang. Donc, systole, contraction, auriculaire en haut, ventriculaire en bas, diastole, auriculaire en haut, ventriculaire en bas. La systole, c'est la contraction qui éjecte le sang qui remplit le cœur au moment de la diastole, au moment où il se relâche. Donc le cycle cardiaque en simple, c'est une alternance de contraction et de relaxation par une pompe qui propulse le sang. Deux phases principales, la diastole et la systole. Diastole, relâchement, systole, contraction. Le sang circule d'un système à haute pression vers un système à basse pression. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, diastole, remplissage, systole, éjection. Vous voyez très bien sur ce schéma que la période de diastole, donc de remplissage, est beaucoup plus longue que la période de systole. C'est logique, la diastole est passive. C'est un remplissage comme d'un ballon qui se détend. La systole, elle, est active, c'est une contraction brutale d'un muscle très puissant qui est le myocarde. Voilà, donc en termes de révolution cardiaque, on est en 2/3 en diastole et on est en 1/3 en systole, avec une alternance de systole auriculaire et ventriculaire. Pour fonctionner comme une pompe, le cœur répète successivement deux phases, qui sont des phases électriques. Une dépolarisation des cellules qui provoque la systole, c'est une phase de contraction. Une repolarisation des cellules qui provoque la diastole, phase de relâchement qui permet le remplissage des oreillettes et des ventricules. Bon, en soi, ça n'a pas une importance fondamentale. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le cycle cardiaque comprend donc une alternance de phénomènes électriques et mécaniques. Donc les mécaniques, on les a bien vus, c'est le remplissage passif, 2/3 du cycle, avec une éjection active par contraction musculaire, 1/3 du cycle. Ça correspond à des phénomènes électriques au niveau des cellules du myocarde et ces cellules électriques ont une activité que l'on peut mesurer. C'est tout l'intérêt d'en connaître l'existence. L'enregistrement de l'activité électrique du cœur de l'extérieur du thorax s'appelle l'électrocardiogramme. Donc, le gros intérêt, c'est qu'on peut suivre cette activité électrique cardiaque qui est simultanée, contemporaine et à l'origine de l'action mécanique de ces fibres musculaires cardiaques qui vont faire la systole et la diastole. Donc quand on suit les phénomènes électriques au niveau du cœur, on a un reflet immédiat de la qualité de la contraction et du relâchement des cellules musculaires cardiaques, du myocarde, et donc de la qualité musculaire du cœur et de son contrôle. Car chaque phase du battement possède une trace électrique particulière que l'on peut lire sur un tracé. Donc voilà, ici on a un schéma complexe avec un cycle cardiaque, une systole, etc. Bon, l'intérêt, c'est de se rendre compte que les phénomènes mécaniques de contraction et de relâchement qui se passent au niveau de la diastole et de la systole concernant l'oreillette et le ventricule de chaque côté à droite et à gauche ont une traduction électrique que l'on peut enregistrer à travers la peau sous forme d'électrocardiogramme. Voilà, donc c'est une façon
simple et facile, simple, je ne sais pas, c'est pas facile à lire les électrocardiogrammes, mais facile en tout cas à réaliser, qui nous permet d'avoir une bonne idée objective, lisible et reproductible de cette activité. Donc, une fois qu'on sait comment le cœur est capable de fonctionner, ben on va essayer de voir ce que ça donne. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fonctionnement du cœur, c'est le débit cardiaque qui va résulter de ce fonctionnement de pompe. Donc, le débit cardiaque va être fonction des volumes déplacés par cette pompe et de la fréquence de contraction du myocarde, donc complètement dépendant de la qualité musculaire contractile de ces fibres myocardiques. Alors, le volume d'éjection systolique, c'est le volume de sang qui va être éjecté par les ventricules à chaque contraction, à chaque systole. Le volume télédiastolique, c'est le volume de sang contenu dans les ventricules juste avant la systole ventriculaire. Télé, ça veut dire fin. Donc le volume télédiastolique, c'est le volume juste à la fin de la diastole, de la période de relâchement, le moment où le sang a rempli le plus complètement la cavité. Donc c'est le volume précharge. Le volume télésystolique, toujours télé, fin, volume de la fin de la systole, c'est le volume de sang qui va être contenu dans les ventricules à la fin de chaque systole. C'est le volume résiduel qui reste à la fin de la contraction des ventricules. Évidemment, plus le muscle cardiaque va être de bonne qualité, plus le volume télésystolique va être faible et le volume télédiastolique fort. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de contractions ventriculaires par seconde. C'est exprimé en battements minutes. Ça, c'est facile à mesurer. Vous prenez votre pouls et vous avez votre nombre de battements par minute qui correspond au nombre de contractions ventriculaires par seconde. La fréquence maximum est variable suivant les individus. On sait qu'elle diminue progressivement avec l'âge et avec l'entraînement. Le débit cardiaque, symbolisé par QC, quantité en anglais. Volume de sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps est exprimé en litres par minute. Et on a un volume cardiaque, un débit cardiaque moyen d'à peu près 5 litres minute. Ça varie en fonction des besoins de l'organisme. Plus le cœur va battre vite, plus la fréquence va augmenter, plus le débit va augmenter. Plus le cœur est entraîné, plus le myocarde va être de bonne qualité, plus le volume expulsé va être important, et donc le débit va augmenter également. Alors ça, c'est un schéma qui est intéressant à visualiser. On a à gauche le débit sanguin dans certains organes au repos, et quand on s'agite à l'exercice, on a le débit sanguin au niveau des mêmes organes. Alors regardez bien, les sportifs ne sont pas des intellectuels, c'est pas tout à fait vrai, parce que leur cerveau fonctionne quand même un petit peu, mais il faut bien regarder qu'au repos, on a 15% du débit sanguin qui va aller vasculariser le cerveau, et le foie 28%, le rein 22%. Ce sont donc les gros pôles d'utilisation de notre débit sanguin au repos, dont le cerveau 15%. Vous vous rappelez que le rein est l'organe qui nous permet d'éliminer nos déchets, et le foie, hépatosplanchnique, la circulation du foie, 28%, et l'organe qui nous fournit notre énergie sous forme de sucre. Donc, vous voyez qu'au repos, tout ça est équilibré. On a une fabrication de sucre qui se fait assez régulièrement, le rein qui élimine bien les déchets, le cerveau qui en profite. Quand on fait un exercice, qu'est-ce qui se passe? On se trouve avec 76% de notre débit sanguin dévolu aux muscles. Alors évidemment, ce débit sanguin augmente considérablement. Vous voyez sur le schéma qu'il est doublé. Mais quand même, le muscle en prend une très très grande partie, puisqu'il ne reste que pour le cerveau 3,5%, pour le rein 4% et pour le foie 5,5%. Donc quand on regarde les circulations du foie, on dit qu'on a intérêt à avoir des réserves.
que quand on voit la circulation du rein, on a intérêt à avoir des reins qui fonctionnent bien, qui n'ont pas déjà accumulé trop de déchets quand on fait un exercice, ou pas trop le prolonger pour que les déchets ne s'accumulent pas trop, parce qu'on les élimine pas bien, et que le cerveau, lui, se trouve un petit peu aussi en manque de débit sanguin par rapport aux muscles, eh bien, parce qu'il en est privé par l'augmentation du débit dévolu à ces muscles-là. Donc, on a intérêt quand même à avoir des automatismes et un cerveau qui fonctionne bien en automatique pour pouvoir continuer à l'utiliser correctement. Alors, le myocarde, par contre, lui, est un muscle qui va conserver la même consommation de débit cardiaque pour s'auto-nourrir en quelque sorte. Donc, au cours de l'effort, on passe de 5-6 litres minute de repos à 20 litres minute chez l'adulte un peu entraîné. On peut aller jusqu'à 35 litres minute chez les sportifs de haut niveau, avec une augmentation du rythme de la fréquence cardiaque en général qui est considérable, mais surtout un myocarde de plus en plus performant. C'est un muscle, le myocarde, très puissant, qui s'entraîne comme les autres. L'automatisme cardiaque, important. Heureusement qu'on n'est pas obligé de réfléchir tout le temps à faire battre son muscle cardiaque. Il bat tout seul. Il possède deux systèmes nerveux qu'il contrôle. Un système nerveux dit intrinsèque, c'est-à-dire c'est un système nerveux qui lui est complètement personnel, qui est à l'intérieur de lui et qui est situé dans les parois même du cœur. Il ne sert qu'à ça, il fonctionne tout seul, il le fait battre de façon rythmée, quand on a un cœur sain, de façon rythmée et régulière. Le système nerveux extrinsèque, c'est le système nerveux végétatif, on en a déjà parlé concernant la régulation de notre glycémie. Ce système nerveux végétatif contrôle la majorité de nos fonctions d'homéostasie. On en a deux qui sont parallèles. Le système parasympathique, c'est le système qui permet de freiner le cœur, c'est un système cardiomodérateur, c'est l'acétylcholine. Le système sympathique, c'est le système qui permet d'accélérer le cœur, c'est un système cardio-accélérateur, c'est principalement l'adrénaline, la noradrénaline. On sait bien que quand on a peur, quand on est stressé, on a le cœur qui va à la chamade, qui s'accélère sous l'effet du système sympathique. Le système nerveux intrinsèque, c'est un système nerveux situé dans les parois même du cœur. Donc, même isolé, le cœur continue à fonctionner, continue à se contracter rythmiquement. On dit que le cœur est doué d'automatisme. Cet automatisme est donc dû à un groupe de cellules qui commandent le cœur, qu'on appelle le tissu nodal, qui contient des tissus particulières qu'on appelle des cellules nodales. Ce sont des cellules nerveuses particulières. Alors, le système nerveux extrinsèque. On en reparle un petit peu. À l'état normal, il n'intervient en fait que pour modifier l'action cardiaque et pour l'adapter à l'action générale de l'organisme. Voilà. Il est fait pour ça et il le fait dans le sens de l'accélération ou de la régulation à la baisse. Le système parasympathique freine le cœur, c'est un système cardiomodérateur, il a une double action, soit de ralentir la fréquence cardiaque, soit il va permettre de ralentir la conduction auriculo-ventriculaire, ce grâce à une substance chimique de neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc il a une fonction qui est à la fois neurologique et hormonale. Le système sympathique, c'est pareil, il y a une double action neurologique et hormonale par l'effet d'un neurotransmetteur, la noradrénaline. Le cœur tout seul ne peut rien faire si le cerveau n'intervient pas, donc il a besoin du cerveau pour fonctionner. Ça rassure quelque part, mais on est rassuré aussi de savoir que le cœur peut fonctionner sans que le cerveau lui demande de le faire. Donc, double système, extrinsèque, intrinsèque, automatique, intrinsèque, extrinsèque, modifié par nos émotions et notre fonctionnement cérébral. Le système sympathique, c'est le système qui permet de freiner le cœur, c'est un système cardiomodérateur, soit il ralentit la fréquence cardiaque, soit il ralentit la conduction auriculo-ventriculaire, ça s'appelle donc un neurotransmetteur. Neurologique, transmetteur, hormonal.
À l'inverse, le système sympathique est un système cardio-accélérateur, c'est la noradrénaline, même chose, c'est un neurotransmetteur. Voilà. Donc là, vous avez bien compris que ces deux systèmes sont actifs en même temps, mais avec une prédominance du parasympathique lors du repos et du sympathique quand on se sent agressé, soit physiquement par un effort qui agresse nos os, nos muscles, etc., soit en cas de danger.